Bienvenue dans la causerie de ce matin et pour discuter des sujets brûlants de l'actualité, nous avons sur ce plateau, bienvenue Agba Sargan, journaliste, bonjour. Bonjour Lali, bonjour Jékris, bonjour amis téléspectateurs. En face de vous, nous avons Léa Glago, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de Radio Tokpa, merci d'être venue. C'est un plaisir. Et elle était toujours avec nous depuis ce matin, Ghislaine Adimi, journaliste à l'ORTB. Bonjour. Bonjour à toi, encore Lali Gilles. Merci d'être là. Merci d'être là. Et il y a quelques jours, le ministère de l'Intérieur a fait circuler un communiqué demandant à toute personne qui détienne des armes à feu de façon irrégulière à se rendre aux arrondissements pour les déposer. Alors, Sénat Léa Glago, quel regard portez-vous sur cette décision du ministère de l'Intérieur? Vous savez, nous sommes dans un pays, et dans un pays, tout le monde a le droit d'être en sécurité. Et le communiqué du ministère de l'Intérieur, je pense, c'est dans le sens de notre sécurité à nous tous et d'abord de la sécurité personnelle de chaque citoyen. Vous savez, il y a des moments où vous apprenez qu'un enfant s'est levé, a pris, je sais pas, le fusil, le pistolet de ses parents et en jouant a pu blesser quelqu'un. Et donc, je pense que, bon, décider de se débarrasser ces concitoyens-là de cet instrument un peu trop dangereux, un peu trop manipulable, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, puisque c'est une question de sécurité. C'est vrai que d'aucuns diront, ben, nous étions toujours dans le pays, nous avions toujours ces armes-là, ces fusils-là, il ne s'est jamais rien passé, mais voilà qu'on nous demande, c'est toujours une manière de nous contrôler. Mais je pense que des fois, à des moments donnés, il ne faut pas toujours penser à soi, il faut penser à ce qui pourrait arriver à la communauté. Et l'État étant garant de la sécurité de nous tous, à travers donc son ministère de l'Intérieur, l'État fait bien de prendre cette décision-là. C'est vrai que dans nos grandes villes, l'utilisation de ces armes-là ne se voit souvent que dans les mains des républicains, de nos policiers, de nos militaires et autres. Mais c'est vrai aussi que des particuliers l'utilisent. Et on peut votre enfant peut peut-être le prendre et aller s'amuser avec un voisin ou le laisser chez un voisin. Après, ça va servir à un petit braquage, ça va blesser des gens. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est une question de sécurité. Et on devrait pouvoir comprendre que on doit retourner cela. Maintenant, je sais que ce dont je suis convaincue, c'est que, vous savez, il y a toujours des personnes qui ont cette possibilité de détenir des armes dans un pays. Et il y a une réglementation à la matière. C'est peut-être parce que cette réglementation n'est pas respectée qu'on en arrive à cette décision ministérielle ou gouvernementale, si vous préférez. Et donc, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut juste comprendre l'esprit dans lequel le ministère de l'Intérieur a pris cette décision, ne pas voir autre chose derrière, parce que malheureusement, nous avons cette habitude de toujours voir la politique derrière tout. Parce que c'est une question de sécurité. Et vous avez vu, dans certains incidents, quand vous apprenez que des armes ont été utilisées, vous êtes choqués parce que vous dites, mais ils ont trouvé ça où? Mais moi, j'en ai pas. Comment ils ont fait pour l'avoir? C'est vrai que les conditions d'acquisition des armes également dans notre pays, des fois, sont pas très catholiques. On ne comprend pas comment quelqu'un a pu détenir. Mais il y a une réglementation et il faudrait qu'on apprenne à respecter les textes et lois de notre République. Bienvenue à Agba Sargan, votre avis? Oui, quand on parle des armes, de la détention des armes, vous savez que tout, comme Léa l'a dit tout à l'heure, tout suit une réglementation. Et donc, il ne faudrait pas donc laisser des gens à avoir des armes de manière irrégulière. C'est vrai, le principe est que vous ne devez pas avoir d'armes, mais il y a une dérogation à la matière qu'il faudrait suivre. Et donc, aujourd'hui, qu'on arrive, parce qu'il faudrait nécessairement que quelque chose suscite, quelque chose innerve cette décision. C'est vrai que la disposition, elle était là, mais elle est désuète parce qu'elle n'est pas appliquée. Mais aujourd'hui, lorsqu'on revient là-dessus, parce qu'il y a des incidents qui alimentent cela aujourd'hui, et cette décision, elle est la bienvenue, il faudrait le dire, parce que si quelqu'un détient d'armes, vous connaissez la suite, Léa l'a bien su préciser, que c'est une insécurité qui s'installe de cette façon. Les gens peuvent utiliser dans les différents cas de braquage, et en tout cas, qu'est-ce qui prouve que dans les différents cas de braquage, ces armes-là ne sont pas utilisées? Et c'est ce qu'il faudrait voir nécessairement et voir le bien fondé de la décision, au lieu donc de se mettre dans des polémiques où d'autres parlent de la main du gouvernement, donc parce qu'il y a des incidents qui se profilent à l'horizon et donc ils veulent contrôler la situation. D'ailleurs, même si le gouvernement arrive à contrôler la situation, cela relève de ses pouvoirs régaliens. Et donc, puisque ce sont ses pouvoirs régaliens, personne ne peut en aucun cas nous dire que cela n'est pas du tout bien. Et donc,
donc ce que je vois pour cette décision, c'est une décision qui vient à point nommé pour pouvoir réguler la situation. Jocelyn Adimi, est-ce que cela ne vient pas aussi dans le cadre de la préservation de la paix dans cette période sensible, puisqu'on a vu des actes de violence à Kilibo notamment? Absolument, je pense que c'est une décision salutaire. La période que nous traversons aujourd'hui ne rassure pas et l'État est en train de prendre réellement la mesure de la situation. L'État est en train de jouer effectivement son rôle. Bon, c'est vrai que c'est une réflexion qui devait venir un peu plus tôt, mais c'est pas venu plus tôt, mais c'est venu quand même à une période. La période a sûrement suscité la réflexion et la décision a été prise à temps. Parce que, la question d'utilisation des armes à feu. Il n'y a pas longtemps dans ce pays, on a eu dire que l'enfant d'un ex-militaire à la retraite aurait pris une arme à feu. Et c'est dans Cotonou ici en plus, et au coup d'une bagarre, a tiré sur l'un de ses camarades. Dans le nord, c'est l'enfant d'un douanier ou en tout cas de quelqu'un aussi qui avait une arme à feu et qui allait menacer son enseignant avec. Et donc, il y a de ces incidents qui se produisent et ces incidents qui se produisaient devaient quand même attirer l'attention de l'État à prendre cette décision auparavant. C'est pas venu, la situation devient, on ne peut plus critique avec les sujets politiques qui alimentent la chronique et l'État a tout fait quand même de prendre cette décision qu'on doit d'une manière ou d'une autre saluer si nous sommes réellement engagés vers la paix, si nous sommes résolument décidé à préserver la cohésion sociale et la paix chez nous. On n'a aucun intérêt sincèrement à ce que on vienne chercher l'arme à feu que je suis en train de garder chez moi. Peut-être entre griffes dit que c'est pour ma propre sécurité au cas où un braqueur me visiterait la nuit. Et j'ai aucun intérêt à garder cette arme chez moi et pour que mon propre frère, un peu trop chaud et énervé par une situation, sache que j'ai mon arme à feu, vienne chercher ça et aller se rendre justice ou se rendre sur un lieu public juste pour jouer son one-man show. Qu'on le veuille ou non, vous voyez, nos jeunes aujourd'hui sont un peu influencés par ce qui se passe à l'extérieur et on pense qu'il faut aussi jouer à la guérilla, il faut aussi jouer au kamikaze et chacun veut porter souvent son nom dans l'histoire, mais c'est pas de cette manière qu'il faut le faire et si cette décision arrive, il faudrait quand même qu'on puisse s'y soumettre. Laissons l'État gérer notre sécurité et pour l'accompagner, nous ne pouvons que respecter les normes qui s'imposent à nous. Voilà. Il y a cette grande question qui tourmente peut-être nos chers téléspectateurs en ce moment où ces populations, ces personnes-là arrivent à s'en procurer. Voilà, Léa Glago. Avant de répondre à cette question, cher journaliste, non, je pense que déjà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et vous savez, c'est pas qu'on veut empêcher certaines populations d'avoir des armes, mais je pense qu'on veut réglementer. Il faut préciser cela. On veut réglementer parce qu'il y en a qui sont des chasseurs, il y en a qui en ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, je pense que non seulement on va réglementer, on va numéroter, on saura qui a telle arme, dans quelle région, dans quelle localité du pays. Maintenant, d'où viennent ces armes-là? On ne saurait stigmatiser un pays, mais toujours est-il que, bon, nous avons le grand voisin de l'Est. Vous savez que c'est un très grand pays. Vous savez qu'il y a beaucoup de terroristes entre griffes. J'aime pas trop ce mot-là, mais des fois, ça fait froid dans le dos, rien que d'utiliser le mot. C'est la réalité. C'est malheureusement la réalité. Et donc, il y a beaucoup de tensions dans les pays qui ne sont pas loin, très loin de chez nous. Et donc, forcément, vous savez que quand vous êtes dans des périodes de tensions, de guerre et autres, forcément, les armes circulent. Les armes circulent des fois aussi parce que certaines personnes de mauvaise foi n'ont pas bien joué leur rôle. Parce que l'appât du gain, à un moment donné, fait que certaines personnes qui sont peut-être chargées de ramener ces jeux, parce que vous savez, chaque pays doit toujours se protéger, avoir de ces munitions-là, mais certaines personnes chargées de leur protection veulent à un moment donné passer outre les consignes de l'État et se faire de petits sous. Et malheureusement, on en met en circulation et après on se demande mais comment ça s'est fait, alors que c'est peut-être des séries d'armes destinées à autre chose. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça circule aux mains des populations parce que des fois, nous avons oublié que nous avons d'abord une propre responsabilité à nous protéger, à protéger nos concitoyens. Parce que vous savez, si je suis un homme en armes, par exemple, parce que je ne dis pas forcément que c'est eux qui le font, si je suis un homme en armes et que je dispose d'une arme, c'est d'abord pour la sécurité collective. Ce n'est pas pour ma propre sécurité. La preuve, vous voyez, quand
un agent de sécurité arrive dans certaines conditions à ne plus se maîtriser, on lui retire son arme parce qu'on sent qu'il sera un danger pour les autres. Donc je pense qu'il faudrait que nous apprenions à respecter nos tests. Quand je le dis souvent, les gens le prennent mal, mais c'est parce qu'à un moment donné, nous ne respectons pas nous-mêmes nos tests que l'État est obligé de dire maintenant je joue mon rôle régalien, je joue aux gendarmes et je vous force à respecter les tests. Parce que vous savez, si vous respectez la loi, on dit souvent que le respect à la loi concerne presque ta liberté. Bien Donc, sûr. Il n'y aura pas de problème. Donc, il faudrait que ces différentes décisions qui viennent, même si cela nous choque, que nous puissions entrer en nous-mêmes et nous dire, oui, ça nous choque aujourd'hui parce que nous avons laissé des failles et l'État en profite. Demain, qu'est-ce que nous faisons pour une autre décision, pour que l'État ne soit pas toujours derrière nous comme un gendarme à nous mater tout le temps. Parce qu'on peut y arriver et on peut le faire. C'est une question de responsabilité personnelle. Bienvenue à Gbassagan. Est-ce que ce communiqué va prospérer? Pourquoi vous dites que ça va prospérer? Ça, c'est plus une question, c'est une évidence. Il est dit communément que les Béninois sont souvent têtus, ils aiment la répression. Et la répression, justement, est annoncée pour l'après 29 mars. Vous savez, si quelqu'un veut rester donc, dans cet état de rébellion, il faudrait qu'on puisse lui montrer les voies légales. Parce qu'on ne peut pas accepter un certain nombre de situations pour que les gens vivent dans l'illégalité. On aime végéter dans cette posture-là et il faut les décourager à jamais parce qu'on ne peut pas autoriser des gens d'utiliser des armes de manière irrégulière. On ne s'amuse pas avec ça. Et vous voyez aujourd'hui la tension dans le pays où les gens sont incités à la révolte sur des situations qui n'appellent même pas ces genres de réaction. Et donc vous dites qu'à cette heure-là, que les gens puissent détenir illégalement des armes. Même, les tests même l'ont bien sûr précisé. Et que si vous voulez détenir d'armes, il faut demander une autorisation. Et donc, vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que si vous ne respectez pas la loi, qu'on ne puisse pas vous sanctionner. Si vous ne respectez pas, on vous applique la rigueur de la loi. Parce que la loi a été déjà, a subi la procédure normale qu'il faut en matière de réglementation. Et donc, on ne peut pas, à partir de cet instant, nous dire aujourd'hui que quelqu'un ne va pas suivre. Ce n'est même pas une question de communiquer. Ce n'est pas le communiqué en réalité. Le communiqué est venu donc donner plus d'éclaircissement, est venu entériner les choses. Donc, il ne faut pas... Calmez-vous. Calmez-vous, on n'ira pas jusque-là. Non, mais parce que c'est énervant qu'on nous parle de cela, qu'on me dit que les gens ne vont pas respecter la législation. Non, on ne l'a jamais dit. Sur la même question, non mais c'est tout à fait normal qu'on puisse respecter la norme. Tout ce que les populations doivent juste comprendre, c'est que je parlais tantôt de moi qui détiens une arme, mon frère qui vient chercher et pour aller commettre une bavure, mais l'arme appartient à qui? Au cas où je m'étais fait enregistrer à moi. Mais lui, il suffit juste de commettre sa bavure, de disparaître, c'est moi qu'on arrête. Il suffit juste de faire comprendre aux populations que de tenir illégalement des armes à la maison ne nous arrange pas. Mon frère peut prendre cette arme-là, me tuer toute ma famille et partir. C'est qui? Il faut que les citoyens qui sont concernés n'aient pas peur d'aller les déposer. Voilà. Et ceux qui ont régulièrement des armes doivent aussi également aller déposer, quitte à prouver qu'ils ont acquis ces armes-là de façon régulière. Et non, il y a quand même la procédure d'autorisation de port d'armes. Il y a certains qui sont obligés. Voilà, si cette procédure est respectée et que tu es obligé de porter ton arme, mais tant que tu ne l'as pas déclaré, il suffit juste qu'un braqueur vienne chercher ça et on commence par faire les enquêtes et qu'on découvre que c'est toi qui as acquis cette arme, mais c'est toi qui vas en prison à la place de ce braqueur. Voilà. Les chasseurs, il y a toujours une procédure pour les chasseurs. Ça, je le connais parce que j'ai eu à travailler sur le sujet entre-temps, pour acquérir des armes de chasse. Il suffit juste d'aller et de prouver que vous avez l'autorisation de détenir cette arme, on vous laisse votre arme. Maintenant, on ne peut pas vous la laisser sans vous donner les conseils ou les informations qu'il faut. C'est que vous devez tout faire pour que cette arme ne tombe pas dans des mains indiscrètes. Parce que dès que ces armes vont aller causer des histoires et qu'elles seront à raisonner, c'est vous qui serez d'abord les premiers mis en cause. Le temps de prouver que ce n'est pas vous qui avez utilisé l'arme. Donc c'est d'abord pour notre propre sécurité. Et dès que les populations vont comprendre ça, franchement, je ne vois pas ce qui empêcherait quelqu'un d'aller cet instrument. D'accord. Ghislaine, il faut préciser quelque chose. En 10 secondes. Est-ce que vous avez la conviction
la conviction que toutes ces personnes-là vont déposer les armes. Parce que vous parlez tout à l'heure d'acquisition de ces armes. Parce que ça a une procédure. Il y a des gens qui ont des armes. Oui, mais puisque qui n'ont pas... le gouvernement a décidé qu'on vient les déposer librement. Cela signifie que si vous venez, on ne va pas vous arrêter. Donc, peuvent avoir la frayeur de se voir demander où est-ce que vous avez pu acquérir cette arme. Il n'y a que ceux-là qui auront peur, justement. Il n'y a que ceux-là qui auront peur. Voilà. Il faut qu'on évolue. Très bien, il faut qu'on évolue, chers invités. Je pense que, très calmement, ce qu'il y a à dire à nos concitoyens, c'est que nous sommes des Béninois et personne n'est méchant volontairement. Il s'agit juste d'un recensement. Il faut se lever, si vous l'avez, aller déposer. Si vous avez des documents, vous les mettez en plus. Et si réglementairement, vous êtes dans les normes, vous êtes en droit d'en garder, on vous laissera cela. Ce n'est pas autre chose que ça. Mais c'est juste pour nous protéger. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Je sais que les Béninois ne sont pas têtus, comme vous le pensez. Nous ne sommes pas têtus. Des fois, nous sommes un peu rigides. Mais des fois, quand on comprend l'enjeu et qu'on comprend que c'est une question de sécurité et qu'on peut se retrouver en prison pour quelqu'un d'autre, on agit. Voilà. Bientôt s'annonce les saisons de pluie. Nous allons parler du second sujet qui parle du projet de drainage eau pluviale pour juguler l'inondation à Cotonou. Il faut dire que le gouvernement, au cours du dernier Conseil des ministres, a décidé de mettre à disposition de ce projet-là 32 milliards de francs CFA. Bienvenue à Gbassagan. Que pensez-vous? Est-ce que ce projet sera vraiment concrétisé? C'est un projet opportun, il faut dire, parce que vous savez que Cotonou, d'abord son nom l'indique, c'est pourquoi je dis qu'il faut souvent remonter dans l'histoire pour pouvoir savoir la signification des noms des différentes villes que nous avons. Et lorsqu'on parle de Cotonou, vous savez que c'est une région du moins marécageuse, et que cette région-là, les gens ont pu habiter dans les réserves naturelles d'eau, ce qui crée les différentes inondations. Et vous savez qu'en 2010, avec la crue qui a montré, comment dirais-je, les limites du programme 3CI, même si certains disaient à une époque donnée que ce programme-là n'évolue pas, ce programme-là ne passe pas en classe de CP, pour rire un peu. Mais pendant les élections. Oui. Et donc, il faudrait dire que le gouvernement a bien vu. Et d'abord, je me rappelle que c'est depuis 2016 ou bien 2018 où le gouvernement a signé un accord avec la BOAD pour pouvoir donc discuter de cette question. Et la BOAD a promis donc faire de près au gouvernement béninois, et afin que nous puissions avoir des bassins au niveau du Cotonou ouest et au niveau du Cotonou est. Vous voyez un peu, donc si le gouvernement décide aujourd'hui de se lancer dans cette réduction en crescendo du taux d'inondation à Cotonou, on ne peut que féliciter, et cela est pour dire que cela ne relève pas de l'utopie et que cela viendra à réalisation, mais à coup sûr. Ghislaine Hadimé, est-ce la panacée aujourd'hui, ce projet-là? Ben oui, il faut qu'on y croie. On en a besoin. On en a besoin quand même. Cotonou, dès que les pluies s'annoncent, c'est la peur dans les ventres. C'est les cœurs qui sont serrés. Et surtout quand on pense aux enfants en pleine année scolaire qui doivent marcher dans l'eau. On est dans un quartier où vous êtes entouré d'eau de part et d'autre. Juste une toute petite pluie et puis c'est fini. On n'arrive plus à sortir de chez soi. Et juste une toute petite pluie. Et même sur les pavés, vous avez de l'eau. Sur les grandes voies, vous avez de l'eau. Et là, les voitures qui commencent à avoir des pannes, les motocyclistes qui n'arrivent plus à circuler. Dans une grande ville, la vitrine du Bénin. Et ça, ce n'est que pour parler des endroits publics. L'eau envahit parfois des chambres, des loges des gens. Quand on va dans les maisons un peu plus à reculons du centre-ville, eh ben, c'est ça, ça c'est pas reculons du centre-ville. Donc quand on va dans les régions comme Agla, dans les profondeurs de Agla, dans les profondeurs de Zobo, non, sincèrement, c'est pas gai, c'est pas du tout gai. Vous vous réveillez un matin où vous dormez et la pluie commence, vous voyez les personnes commencent par ramasser leurs habits et leurs bagages pour mettre à même le lit, ou des lits qui sont montés sur des briques juste parce qu'il faut essayer de survoler l'eau. Non mais quand même, nous sommes dans une ville, pas au milieu de la mer pour survoler l'eau. Si ce projet pouvait rapidement se réaliser, sincèrement, ce ne serait que vraiment la panacée, comme on dit. Voilà, Léa Glago.
Je pense que, bon, nous avons dit l'essentiel déjà. Hein. C'est vrai que depuis des années, on essaye de juguler les inondations dans la ville de Cotonou, mais malheureusement, on n'y arrive toujours pas. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, les populations ont oublié qu'effectivement, Cotonou était une zone marécageuse. Et vous aurez dû constater que même depuis les temps coloniaux, ce n'est que les usines et autres, les grandes entreprises qui étaient à Cotonou, il n'y avait pas des habitations. Malheureusement, le peuple étant ce qu'il est, à un moment donné, on a commencé par s'installer parce qu'on a trouvé que c'était des zones où on pouvait prospérer, faire des affaires, faire du commerce, et Cotonou est devenue une ville habitable. C'est à regretter, mais le mal est là. Vous avez vu même dans la zone de l'université d'Abomey-Calavi, on n'y habitait pas à cause des pylônes de notre télévision nationale et autres, mais les populations n'ont pas compris que c'était dangereux. Aujourd'hui, c'est complètement habité avec à la longue des répercussions sur la santé. Exactement. Je pense qu'il faudrait que chacun, avant d'acquérir des parcelles dans certaines zones données, puisse s'informer déjà de l'histoire de cette zone-là pour s'éviter des problèmes. Parce que des fois, vous avez des maladies et vous demandez où vous avez trouvé ça, alors que c'est aussi le choix de votre environnement qui vous l'a créé. Oui, si ce projet peut véritablement nous aider à quitter l'inondation à Cotonou, cela va de soi. C'est vrai qu'on dira que dans d'autres pays étrangers, il y en a qui sont sous l'eau, et pourtant qui construisent des voies, et ça circule, et tout le monde est heureux. Donc, en tant que Cotonois, on rêve tous que ces inondations puissent partir, et on va espérer que ce projet puisse se porter. Parce que vous savez, à un moment donné, quand les stratégies sont mal ficelées, ça n'a pas toujours de résultat malgré la bonne volonté des dirigeants. Et quand dans un maillon de la chaîne, quelqu'un n'a pas véritablement bien joué son rôle, ça fait capoter le projet malgré la bonne volonté également des dirigeants. Donc, beaucoup de milliards ont été déjà investis dans l'opération 3CI, qui n'est pas allée au CP, parce que j'aime bien cette formule-là. J'espère qu'avec le nouveau projet, nous irons même jusqu'au CM2, que nous irons au CEP, voilà, nous irons à l'examen, on aura les certificats, et on pourra véritablement dire désormais qu'à Cotonou, il n'y aura plus d'inondation. Moi, je pense que, bon, ce n'est pas c'est pas important pour moi de féliciter un gouvernement qui a pris cette décision. Il a décidé de prendre les rênes pour pouvoir nous accompagner à mieux nous porter et à nous sécuriser. S'il décide de le faire, qu'on l'accompagne à le faire et que les résultats soient concrets. Parce que nous, on n'attend que les résultats. Parce qu'effectivement, les quelques gouttes qui sont tombées il n'y a pas longtemps, vous avez vu tout ce que ça a créé. Moi, je continue d'avoir de l'eau dans mes rues pour passer. Des fois même, j'ai des camarades ou des collègues, quand il pleut, c'est impossible de sortir de chez soi. Pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, mais parce que les voies, vous savez, avec les maladies hydriques et autres, il faut faire très attention. Et c'est vrai également que cette saison pluvieuse s'annonce très grande avec beaucoup d'eau et donc chacun devrait pouvoir commencer déjà pendant qu'on n'est pas inondé à prendre cette disposition pour pouvoir y arriver avant que le projet ne soit mis en œuvre. Voilà, espérons que ce projet soit une réussite et nous évoluons dans cette causerie. Chères dames, aujourd'hui c'est la GIF, la Journée internationale de la femme, c'est notre journée le 8 mars et nous allons parler de ça et tout de suite Léa Glago dit à ceux-là qui nous suivent l'utilité de cette journée. Encore aujourd'hui, elle veut dire. Vous savez que votre question est tendancieuse, très tendancieuse. Mais je pense qu'il faut pour se poser cette question-là, au regard de comment nous avons célébré depuis des années cette journée. Au départ, c'était une journée pour célébrer les droits des femmes. C'était une journée qui est intervenue parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que les droits des femmes étaient lésés, que les femmes n'avaient pas droit peut-être à travailler, droit à défendre leurs intérêts. Et donc, c'est parti de l'Occident. Et nous, on a repris cela étant une colonie, comme d'autres pays. On a commencé par le célébrer, mais pas de la manière qu'il faut. On a pensé que c'était une fête comme la Noël, le Nouvel An, et on l'a mal fêté. Donc, pour moi, aujourd'hui, cette journée continue d'être utile. Vous savez, quand vous ne racontez pas l'histoire à vos enfants, les enfants ne comprennent pas toujours les enjeux d'aujourd'hui. Et donc, cette journée doit continuer par être célébrée pour que nos enfants sachent qu'il y a des femmes qui ont lutté avec des hommes, bien évidemment, à un moment donné, pour avoir ce droit-là consacré dans les droits de l'homme et que des institutions se battent au quotidien pour que ces droits soient préservés. On est au Bénin, on est en Afrique. La femme, par exemple, n'a pas droit à la terre. Alors que peut-être ses parents n'ont mis que de commun des femmes et ont décidé que ces filles-là ou ces femmes-là puissent bénéficier de cet héritage, mais la famille l'arrache parce qu'on dit que la femme n'a pas droit à la terre. C'est une injustice. Parce que mes parents ne peuvent pas avoir travaillé, m'avoir légué quelque chose qu'on va m'arracher parce que je suis une femme. Une femme aujourd'hui, on s'efforce à mettre à l'école une fille pour que demain elle devienne une femme épanouie, qu'elle puisse participer aussi, comme l'homme, au développement de son pays.
Et vous vous rendez compte qu'en cours de route, son mari ou son conjoint lui dit, Miette, tu ne peux plus travailler. Conséquence, elle est assise à la maison, elle ne s'épanouit pas, elle se morfond au quotidien, elle meurt à petits coups. Et c'est l'homme après qui se plaint de ce qu'il n'a pas une bonne femme à la maison. Parce que vous savez, il y a des femmes qui ne peuvent jamais s'asseoir à la maison une journée et être épanouies. Parce qu'elles veulent être actives. C'est vrai que ce n'est pas toutes les femmes qui ont envie d'être actives. Mais pour celles qui veulent l'être, c'est une injustice. Et il faut pouvoir clamer haut et fort cette injustice et pouvoir défendre cela. Vous imaginez votre petite fille qui se fait violer au coin de la rue parce qu'il y a une broussaille, parce que c'est une zone déserte, par un homme plus âgé qu'elle, qui est même à même d'être son grand-père. Et il faut se taire parce qu'on ne doit pas défendre des droits de femmes. C'est une injustice également parce que cette fille stigmatisée aujourd'hui et qui a mal dans sa chair peut ne pas être épanouie toute sa vie ou n'est jamais épanouie toute sa vie. Et conséquence, elle peut avoir de mauvaises répercussions sur sa société. C'est un droit également à défendre. Il y a tellement de raisons de célébrer cette journée-là que si on va continuer par en citer, on ne va pas finir ici sur ce plateau. Donc pour moi, cette journée est utile, mais c'est la manière de célébrer cette journée qui n'est pas opportun. Je ne vais pas dire que c'est votre faute à vous autres hommes, mais malheureusement, c'est vous qui à un moment donné, puisque vous êtes majoritaire, avez accepté, puisque vous êtes dans les arcanes des pouvoirs de décision depuis toujours, c'est vous qui à un moment donné avez compris qu'il faut qu'on puisse commencer par défendre les droits des femmes. Voilà. On vous en remercie. Mais vous devrez non, c'est pas gentil, je dis la vérité. Parce que c'est ça. Des fois aussi, on oublie de dire les choses telles quelles. Et c'est vrai que ce sont des hommes qui se battent encore aujourd'hui dans les institutions, dans les organisations non gouvernementales, aux côtés de certaines femmes qu'ils mettent en avant pour que ces droits soient défendus. Et donc, pour ces hommes que vous êtes, qui faites des efforts pour nous accompagner, il faudra vous encourager et vous montrer que votre combat n'est pas vain et que c'est opportun. Et donc, il faut continuer à célébrer cette journée, mais il faut revoir la manière de le célébrer. Moi, j'aime depuis quelques années la manière que nous avons de célébrer cette journée. Nous allons revenir sur la manière de célébrer cette journée. Bienvenue à Bassagan. Le thème retenu pour cette année, c'est penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Pensez-vous que l'homme et la femme peuvent penser équitablement? Ah, ça c'est une grosse question et donc difficile à répondre, mais il faudrait dire que ce thème appelle à une transformation du renouvellement de l'esprit en ce qui concerne les femmes. Quand nous voyons les objectifs du millénaire pour le développement, ce qui a été fixé d'ici 2030, il faudrait nécessairement que nous ayons l'égalité 50-50 entre hommes et femmes. Et donc je sais que ce thème-là contribue donc à atteindre cet objectif-là. Mais qu'est-ce qu'il faudrait dire? C'est une question naturelle parce que je vois Léa tout à l'heure donc citer, en tout cas étaler, je dirais, le chapelet des injustices à l'égard de la femme. Vous savez, c'est parce que nous sommes dans une société où la pensée humaine est dotée d'une phallocratie, je dirais, artificielle, c'est pas naturel. Alors, je suis d'accord parce que les gens ont transformé les choses. Nous sommes dans une société, on dit souvent sono grébé nous donc la femme elle est destinée donc à la maison et on entérine même ces propos là par des versets bibliques, ce que la Bible même n'a pas dit, parce que la Bible a dit que la femme est une aide. Donc il faudrait comprendre, et au début lorsque nous allons faire un tour dans la Genèse, permettez-moi d'aller de cette façon, on a dit que l'homme et la femme dominent, on n'a pas dit que l'homme seul domine, et donc c'est un travail de complémentarité. Mais nous on ne comprend pas en réalité pourquoi chez nous on dit que non, la femme elle est toujours minoritaire. Et quand Léa disait que ce sont les hommes qui sont dans les arcanes depuis, c'est vrai, mais à un moment donné on a constaté que la majorité des personnes qui vivent sur des territoires sont les femmes. Et donc pourquoi pas les femmes elles aussi ne peuvent pas prendre en tout cas leur destin en main? C'est ce que nous demandons. Il ne sert à rien aujourd'hui. Vous allez voir, je ne sais pas, tout à l'heure je suivais Ghislaine qui faisait comprendre que non, cette fête-là, donc c'est une fête qu'elle ne considère pas de la façon, elle ne considère pas cela de la façon dont les gens la célèbrent. C'est ce que je suis en train de dire. C'est vrai, vous allez voir aujourd'hui des foulards par-ci, des foulards par-là. Oh, c'est une fête qui a une dimension sociale, symbolique. Mais est-ce que dans notre société aujourd'hui, cette compréhension est dépassée?
Non, mais ce n'est pas dépassé, il faudrait le dire. Et donc, il faut amener les gens. Les stéréotypes existent encore. On stigmatise les femmes. D'accord. Et donc, c'est pour ça même, il y a assez de lois qui viennent donc renforcer cette lutte-là pour que les femmes puissent trouver réellement leur émancipation. En tout cas, c'est le souhait. C'est vrai que nous sommes hommes, mais il faudrait qu'à un moment donné, même s'il n'y a pas l'égalité, qu'il y ait l'équité. Très bien. Gisèle Adimi, aujourd'hui, donc, on célèbre la femme. Il y a un célèbre homme africain qu'on appelle Thomas Sankara qui affirmait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. » On pourrait paraphraser cette pensée en remplaçant le mot esclave par femme. Alors, lorsqu'on le dit ainsi, est-ce que le fait même d'instituer une journée pour la femme ne l'infantilise pas davantage? Absolument pas. Je disais tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas à la femme même de se lever et sans qu'on ne clame sa journée, de pouvoir lutter, s'arracher les places? Justement, c'est parce qu'il y a des femmes qui se sont levées pour réclamer cette place qui a eu cette journée. Et cette journée, comme Léa le disait tantôt, c'est juste pour marquer ce qui a été fait. Et moi, quand je dis que j'aime pas la façon dont elle se célèbre, c'est juste pour dire que les gens, des femmes précurseurs, ont marqué cette journée d'une certaine manière. C'est des réflexions qui nous sont laissées pour qu'on la marque aussi autrement. Je disais aussi tout à l'heure que moi, mon 8 mars, c'est tous les jours. Parce que c'est tous les jours que je vais à l'assaut, c'est tous les jours que je vais à la conquête de mon épanouissement. Et c'est comme ça que moi, je voudrais que chaque femme puisse prendre cette journée. Et le 8 mars, comme je l'écrivais, je suis en train de l'écrire pour mettre sur mon profil, ma page Facebook tout à l'heure, le 8 mars, c'est le jour de décision vraiment profonde pour une femme. Tu as pris toutes les autres journées pour réfléchir, pour dire ah, je dois aller de l'avant. Tu dois avoir pris toutes les autres journées pour aller à l'assaut. Et le 8 mars, tu dois pouvoir t'asseoir pour dire bon, aujourd'hui, il y a eu quelques années, des femmes ont marqué, ont fait des actions pour aboutir à ce jour-là, à telle chose. Aujourd'hui, moi, je suis arrivée où? Et si ça n'a pas marché, mais il faut qu'aujourd'hui, je prenne la décision de changer. Et dans un an, je fais encore mon bilan. En fait, c'est pourquoi, quand on parle de journée de réflexion et non de journée de fête. J'aime pas quand on parle de fête. Sincèrement, c'est là qu'on va parler que la femme, on va dire que la femme est chosifiée. Et quand on se met à prendre des tissus, c'est comme si on est en train de fêter la Noël ou la Pâques, Léa a dit tout à l'heure. Quand on se met à mettre les antennes paraboliques sur la tête, c'est là on montre encore toute notre faiblesse. Et hier, en discutant avec un ami, j'ai dit, le comble de l'histoire, c'est que pour acheter ces tissus, on va encore vers les hommes. Ah mais non, justement. Si nous voulons notre liberté, si nous voulons affirmer notre pouvoir d'être, il faudrait que même quand il y a pain, que ce soit avec le fruit de mes efforts que j'achète ce pain, je dis voici les économies que j'ai fait, voilà comment je l'ai marqué, juste pour mon propre plaisir, j'ai pris un pain pour marquer ma journée. Très bien. Et ces pagnes, je pourrais racheter chaque fois que j'arriverai à marquer un saut, à marquer d'un saut indélébile toute ma vie, et à chaque instant de ma vie, j'arrive quand même à gagner quelque chose. Et supposons par exemple, j'ai un examen à passer, je sais qu'il y a 1000 hommes, et je suis peut-être dans la dizaine de femmes. Je dis, bon, toutes les 10 femmes ne vont quand même pas réussir, mais je ferai tout que parmi les 5 hommes qui seront là, je suis parmi eux. Et bien, si j'arrive à accéder à ça, pourquoi ne pas me faire le plaisir de m'offrir moi-même un pain pour 10 jours? C'est parce que j'ai eu ce CAP et je suis parmi des hommes vaillants. Parce que depuis toujours, les hommes, ils ont tout fait pour nous brimer, pour nous prendre. Ils ne nous ont pas brimés, ils ne nous ont rien arraché. La société nous a éduqués tels quels. Et les femmes, pour la plupart, se sont contentées de rester dans ce cocon. Pour la plupart, peut-être juste par complaisance, et pour d'autres, par respect aux us et coutumes, et pour certaines, juste par le manque d'envie d'aller faire quelque chose d'elles-mêmes et rester sous la coupole de leur homme. Donc, pour celles qui y arrivent, je voudrais quand même qu'on puisse réellement y arriver, qu'on s'affiche, qu'on marque réellement notre pouvoir là. Et dès qu'on dit telle femme a réussi à telle chose, qu'on va en dessous, qu'on voit qu'elle a vraiment lutté pour y arriver. C'est comme ça que nous devons plutôt marquer le 8 mars. Le 8 mars. Sanalia Glago, je reste dans la même perspective avec vous. Justement, aujourd'hui, on va certainement entendre certains discours. Il faut promouvoir les droits des femmes, il faut permettre aux femmes d'évoluer.
Parfois, ça sonne à la limite comme des jérémiades de certaines femmes qui veulent qu'on pense à elles. Mais pourtant, vous, sur ce plateau, on ne vous a pas tiré la main pour être journaliste, par exemple. Vous êtes à la télévision nationale, rédactrice en chef d'une station de radiodiffusion, pas des moindres, Sénalé Aglago. Comment est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à ce que les femmes elles-mêmes se réveillent pour pouvoir on va dire, promouvoir sur même la scène politique nationale? Je pense que déjà, chaque jeune fille d'aujourd'hui, qui sera une femme demain, doit pouvoir accepter déjà l'éducation que ses parents lui donnent. Parce que vous savez, quand vos parents vous éduquent et vous accompagnent et que vous refusez cela, vous n'avez pas la chance d'aller loin. Parce que vous, au moins, vous avez l'opportunité, on vous accompagne. Parce qu'il y en a qui n'ont aucun soutien, mais qui se battent tellement, qui sont des fiertés aujourd'hui qu'on ne connaît pas, qu'on ne promeut pas. Et je pense que la plupart des femmes béninoises aujourd'hui qui sont comme nous autres, faisons l'effort de sortir ces femmes de leur silence pour les promouvoir. Parce qu'on sait qu'il y en a qui n'ont bénéficié d'aucun cadeau de la vie, d'aucun cadeau. Maintenant, vous qui avez la chance d'avoir des parents comme Ghislaine et moi, par exemple, et on vous éduque à pouvoir prendre vos responsabilités très tôt et que vous refusez, demain, vous n'aurez pas à vous plaindre qu'un homme vous a brimé ou qu'on vous a arraché des droits. Vous avez refusé de promouvoir vos propres droits. Exactement. Et donc, les jérémiades des autres ne vous concernent pas. Il faut être assez responsable. Parce que le combat de la vie se mène très tôt, déjà sur les bancs. Et c'est l'exemple que Ghislaine a donné. Dans votre cursus scolaire, universitaire, quelle décision avez-vous prise à un moment donné? Est-ce que vous vous êtes battu? Je vois des enfants à qui on s'échine pour payer des millions, mais qui viennent au coup quand ils veulent, qui ne font aucun effort. Vous voulez que cette fille-là dise demain qu'elle a souffert, c'est ça? Non, elle n'a pas souffert. Elle a gaspillé les énergies de ses parents. Il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, vous n'avez pas les moyens. Vous faites votre petit bonhomme de chemin, même si c'est du gari vous vendez. Faites vos comptes correctement. Faites votre commerce correctement. Ayez des perspectives. Ne restez pas limité. Voyez toujours plus loin. Donnez-vous les moyens d'aller toujours plus loin. C'est comme la dernière fois, je regardais... comment il s'appelle l'émission là, j'ai oublié le nom, où on promeut les grands investisseurs africains. J'ai vu cette femme ivoirienne qui vendait des condiments au petit marché de son village, qui aujourd'hui est devenue grande femme d'affaires, une renommée en Côte d'Ivoire. J'étais fière. Et je sentais même la fierté. C'est ces enfants qui la défendaient. Vous voyez, quand vous vous battez, vous y arrivez. Donc aujourd'hui, on ne peut pas forcer quelqu'un et tirer sa main pour dire, viens, je vais promouvoir tes droits. C'est pour cela qu'à un moment donné, les hommes disent, votre affaire de parité, là, nous, on n'en veut pas, parce qu'ils ont raison. Personne n'offre rien gratuitement à personne. C'est vrai qu'à travers les textes de loi, on offre des conditions pour que chacun puisse s'épanouir, notamment que les femmes puissent s'évanouir. Mais qu'est-ce que vous-même faites pour que vos droits soient respectés? Parce qu'à des moments donnés, par exemple, excusez-moi, ce n'est pas un exemple correct, mais c'est quand même un exemple. Quand on dit harcèlement sexuel, il y a des moments où nos propres manières de nous habiller nous conduisent les hommes à nous harceler et à nous violenter. Donc, raison de plus pour que je puisse travailler sur moi. Quand on me dit de porter un uniforme pour aller à l'école, que je n'avais pas porté un uniforme comme si j'allais faire défilé de mode. Ou encore du striptease. Donc, voilà. Quand vous vous levez, vous dites, vous êtes fille bien éduquée, et que vous dites, je sors, et que vous allez vous stripteaser dans une boîte de nuit à la nuit, pendant qu'on pense que vous êtes allé à une fête d'anniversaire. Vous voulez que vos parents vous forcent à être dans les normes? Non, vos parents ne peuvent pas vous surveiller toute leur vie. Et donc, je pense que c'est une responsabilité pour chacune d'entre nous, filles d'aujourd'hui, de pouvoir nous battre, lutter davantage pour que nos droits soient respectés. Vous aurez tout le temps dans votre vie de faire la fête. Et quand vous êtes épanoui, quand vous êtes autonome, quand vous êtes indépendante financièrement, vous jouez le même rôle que l'homme, vous l'accompagnez et il voit votre complémentarité. On n'a même plus besoin de le lui rappeler. Mais quand vous êtes là, que vous vous imposez à lui, vous êtes une charge pour lui, il va tenir le coup. Et encore aujourd'hui, c'est très difficile pour les hommes de tenir, vu la cherté de la vie. Donc, nous avons une responsabilité et nous devons prendre nos responsabilités, nous battre, ne pas nous attendre à ce qu'on nous offre tout. Parce que Ghislaine ne va pas dire que, que tous les jours qu'elle se lève pour aller faire son boulot, que c'est facile pour elle. Oui. Mais à un moment donné, elle est obligée de tenir bon parce qu'elle sait où elle va. Voilà. Oui. Bienvenue à Gbassagan. Peut-on un jour avoir une présidente de la République au Bénin. Oui. Mais une présidente de la République au Bénin, ça, je ne sais pas si ça relève de l'utopie. Mais attendez, parce qu'on dit souvent que l'homme est l'artisan de son destin. Oui. Ce qui deviendra ne dépendra que de lui-même. Là, vous parlez de l'homme grand H. Oui, de l'homme grand H. Et donc, si les femmes un jour
veulent prendre la tête de la République béninoise, ça dépend d'elles-mêmes. Et vous savez, dans les centres de décision, il faudrait nécessairement qu'elle y soit. Parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une sortie. On voit sur le tabernacle du cœur de certaines femmes qu'il y a la volonté manifeste de pouvoir donc aller très loin en la matière. Mais je vous dis une chose, c'est que ce sont ces femmes elles-mêmes qui soutiennent des hommes au moment de soutenir leurs consoeurs. Mais on dit souvent, non, elle là, c'est une femme. Nous les femmes, quand on prend le pouvoir, ça nous monte la tête. Et on prend l'exemple biblique de certaines femmes. Là, on parle de Jézabel, on parle de... on a tellement d'exemples au point où cela donc minimise, en tout cas, ce que les femmes ont comme de vertu. Or, ce qu'il faudrait savoir, quand on dit souvent qu'à femme veut, Dieu veut. Mais est-ce pourquoi on ne met pas en application, en tout cas, ces différents dictons? Mais on voit que dans la pratique, on aime théoriser les choses, mais on n'aime pas pratiquer. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? L'essentiel aujourd'hui, c'est de travailler sur l'éducation des femmes. Et c'est ça que le gouvernement béninois exploite en disant donc toutes les filles à l'école. C'est vrai que c'est une idée, c'est une réflexion de l'ONU et que le gouvernement donc a relayé cela et ce qui est normal pour ces États de pouvoir donc relayer. Non, Ghislaine, je vois me parce que c'est pour pouvoir, quand je dis l'idée centrale, ça vient de l'ONU, c'est ce que je suis en train de faire comprendre. Et donc quand on dit aujourd'hui toutes les filles à l'école, c'est pour permettre à ce que ces filles demain aient l'émancipation, parce que c'est l'éducation qui est là nécessaire pour pouvoir permettre à ces filles-là de pouvoir donc se démontrer. Même si vous voulez être, je dis toujours, même si vous voulez être vendeur de tomates aujourd'hui, si vous n'allez pas un peu à l'école, ça vous sera difficile à un moment donné de pouvoir Ghislaine Adimi, pourquoi les femmes elles-mêmes ne font pas confiance? Là, c'est aussi une grande question. Mais avant d'essayer de répondre à cette question, parce que c'est vraiment une grande question à laquelle nous-mêmes on se demande ce qui ne va pas. Je voudrais quand même rappeler quelque chose à Bienvenue. Les femmes, c'est vrai, entre nous déjà, c'est difficile de nous aider, de nous entraider à aller de l'avant. Mais l'autre chose, quand on parle de est-ce qu'une femme peut être présidente, est-ce que les hommes vont accepter que la femme puisse les diriger? Nous sommes dans une société où on dit et pour la société dans laquelle nous sommes, la tête c'est l'homme et le colis c'est la femme. Nous avons eu Marie-Lise Bédot un nombre de fois candidate au présidentiel ici. Nous avons été dans ces campagnes pendant ce temps où on entend des hommes dans nos villes et villages, on dit Mimegnon nous lève. Je le dis en fond, je le traduis ensuite, c'est que Aïsek Bélio, Aguafio, Anabia, c'est que tu choisis cette femme, tu viens, tu ramasses tes bagages, tu vas chez elle. Mais le vote est secret. Le vote est secret. Oui. Mais il y a quand même. Il y a certaines localités où les femmes disent ce qu'elles vont voter. Et il y a eu des moyens qui ont été développés pour que tu viennes prouver à ton homme que c'est tel tu as pris. On a vécu des choses, nous sommes journalistes, on a été sur le terrain, on a connu des choses dans ce pays. Et même pendant la campagne, la femme vient pour parler, elle doit être tombée. Elle a fini de dire pour elle. Elle a fini de dire pour elle. On va à la maison, toi et moi, on reste nous. Tu vas assister à une réunion politique, tu reviens à la maison, tu as des problèmes avec ton mari. Mais il y a encore ces situations qui existent, Bienvenue. Je suis d'accord. Il faut d'abord corriger. Et ça, c'est pas les femmes. Mais c'est l'éducation qui corrige ça. Ce n'est pas les femmes. Voilà. Donc, c'est là, je vous disais, non, quand vous parlez d'éducation. L'éducation dont parle le gouvernement, ce n'est pas que pour les femmes. C'est pas que pour les femmes. C'est une éducation générale. Et je le disais quand j'étais au début de cette émission, que l'éducation, elle est primordiale et c'est à toute la société. Elle doit partir maintenant de la base. On doit également éduquer le petit garçon dès maintenant. On doit lui faire comprendre que la femme et toi, vous êtes même chose, vous êtes même pareil. Et ce que tu peux avoir, dis-toi que la femme peut l'avoir. Il faut déjà que dans la tête, on commence par mouler les cerveaux. Parce que depuis toujours, dans les cerveaux des hommes là, c'est l'homme le chef. Voilà. Oui, mais la femme ne peut pas être chef. Non, mais l'homme est le chef. On ne veut même pas discuter ça dans le foyer. Léa, tu disputes ça là? Non, on ne veut même pas discuter ça dans le foyer. Oui, mais le foyer n'est pas de la politique. Voilà, exactement. Oui. Mais parce que dans le foyer, je doute fort qu'il arrive cette époque où la femme va devenir chef de foyer. Malheureusement, l'année dernière, dans le cadre du 8 mars, j'ai animé une communication, notamment à la Sobemap. Et des hommes sont venus assister. Et j'ai posé la question de savoir, est-ce que les hommes qui sont ici sont prêts à laisser leurs femmes aller aux mêmes réunions politiques que et rentrer tard? Mais quand on a nous,
Qui va nous préparer Je à ne peux manger. pas sortir, ma femme va sortir, qui va s'occuper des enfants. Mais c'est tout une question d'organisation. Et quand la femme est prête à aller de l'avant, elle sait toujours s'organiser. Ça, je lui dis, il suffit juste de lui faire confiance. Elle sait toujours s'organiser. Mais nos hommes ne nous font pas confiance jusqu'à ce point. Et ça, c'est une autre question, c'est un autre sujet d'éducation. Donc, quand on parle d'éducation, je suis très intransigeante sur cette question. Je me dis, non, il faut déjà, l'éducation doit commencer au niveau des hommes. Les femmes aujourd'hui, pour celles qui s'engagent, savent déjà ce qu'elles veulent. Mais vous n'allez pas me dire que Marie-Lise Bédot n'a pas éduqué ses enfants. Nous avons notre sœur Christelle Rundonbo qui s'est engagée. Elle a quand même aussi une vie de famille qu'elle entretient. Et quand la femme s'engage, elle y arrive toujours. Maintenant, parlant de la question de est-ce qu'entre nous femmes, un jour ça peut arriver, franchement, c'est de bonne guerre. Même entre les hommes, c'est pas la lune de miel tout le temps. Donc, pour nous les femmes, c'est normal. Nous faisons la rose et le papillon, donc il faudrait forcément que Léa porte une jolie robe, elle me plaît, j'ai envie de lui dire ta robe me plaît, mais je ne lui dirai pas. Heureusement que tu ne fais pas ça. La couleur contraire et faire ça autrement. Alors que on fait la concurrence. On veut être original. C'est dans les la guerre, c'est pas que entre les femmes, c'est également entre les hommes. On le voit avec les femmes parce que la femme, elle n'est pas aussi renfermée que l'homme. L'homme fait sa guerre déjà dans sa réflexion. La femme, dès qu'elle voit, tu le lis dans ses yeux, Nabloni, tu vas lui faire ça. Et c'est comme ça en fait. Il faut une dévotion féminine, il faut une dévotion féminine. C'est pas ce qu'on a. On n'a plus vraiment de temps. Sénat Lagago, sur cette question de chef d'État, est-ce qu'on peut avoir une dame à la tête de ce pays? Et dans quelle année, par exemple? Non, je pense que déjà, nous femmes, on a une grande responsabilité dans l'éducation de nos enfants. Parce que c'est nous qui éduquons hommes et femmes. Donc, nous avons devoir revoir l'éducation que nous donnons à nos enfants et puisque les enfants d'aujourd'hui apprennent par l'exemple, c'est encore une grande responsabilité pour nous d'éduquer les enfants de la même manière. Donc, cette responsabilité de mère, nous l'avons dans l'éducation de nos enfants et nous devons revoir cette éducation-là. Quant à ce qui est de savoir pourquoi les femmes ne s'entendent pas, non, c'est pas qu'on ne se fait pas confiance. On ne sait pas se promouvoir entre femmes. C'est le plus grand mal. Parce que vous voyez, Gisèle fait ce débat ici, je fais ce débat ici. Il y en aura qui seront à la maison à ce moment précis, qui vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi elle fait l'intelligente? Pourquoi elle fait ceci? Mais ce n'est pas grave. En fait, moi je dis souvent dans ces circonstances-là, que ce n'est que quand on est à la touche qu'on est meilleur joueur. Quand vous êtes au feu, il y a une différence. Et donc, nous, on essaye du mieux qu'on peut, nous qui allons au-devant de la scène, de pouvoir avancer malgré ces défis-là, parce que nous disons que c'est des défis à relever. Et le plus important, par l'action, on vous comprendra. Est-ce qu'une femme peut devenir présidente de la République? Oui, j'y crois et j'y rêve. En quelle année? Comme Martin Luther King. En quelle année? Je ne saurais le dire. Mais je sais que le jour où l'éducation de nos enfants sera une éducation de complémentarité, où chacun se respecte. Et c'est que demain, quand il sera dans un foyer en tant que femme ou en tant qu'homme, il y a un respect à donner à son conjoint ou à sa conjointe et qu'il y a des droits à respecter, il y a des limites à ne pas franchir. Je pense qu'une femme viendra au pouvoir et nos stéréotypes du genre, elle ne peut pas être femme, elle ne peut pas sortir la nuit. La preuve aujourd'hui, nous on travaille la nuit, on travaille le jour, on travaille encore, on travaille, ça va arriver, ça va prendre le temps qu'il faudra, mais les grandes révolutions ne se font pas en une seule journée. Voilà, merci beaucoup chers invités d'être passés sur la causerie de ce matin. Ghislaine Adimi, journaliste à la télévision nationale. Merci d'être passé. Également, bienvenue à Bassagan, journaliste. Merci d'être passé. Léa Glago, merci. Bonne fête à vous. Hein. Merci à vous, pareillement. Bonne fête aussi. Merci, hein. Continuez de défendre nos droits. Vous êtes toutes belles. Oh là là, oh là là. Il faut citer. C'est ça, il faut le faire. Quand vous utilisez cette phrase, il faut citer. Ah, d'accord. Dans notre profession, il y a des règles. Merci beaucoup.